À chaque journée, son actualité. Il en manque pas de façon de la prêter. Comment l'aborder? Comment s'en jaser? Vincent Simard, Jeanne Ouellette et Maëna Gave, trois têtes bien informées qui font le tour des sujets à ne pas manquer. Jusqu'à 13h, le 104.7 Outaouais vous sert le buffet d'infos. Bon, ça part. Bienvenue au 104.7 Outaouais. Tout le monde, merci d'avoir choisi notre station pour animer votre début de midi. Je me présente Vincent Simard avec vous jusqu'à 2h. Accompagné de la belle équipe du buffet d'infos, je me tourne à l'instant vers Jeanne. À la chronique, salut. Allô. Bon matin, bienvenue. Bon midi, en effet. Bon midi, en effet. Garde, je l'adore, le bon matin. Je me tourne de l'autre côté. Aux nouvelles, oui, Maëna, bonjour. Bonjour à tous, content d'être avec vous ce midi. Content d'être avec vous et content également de débuter avec un soleil qui est froid, malheureusement. Un soleil qui est un peu trompeur, j'ai l'impression. En ce moment, c'est un moins 11 degrés, oui, ressenti moins 21. En cette fin de matinée et moins 16 cet après-midi. Donc, laissez-vous pas tromper par le gros soleil qui tape dans nos faces ce midi, oui, parce que c'est très froid. Et ce soir et cette nuit, ça va être dégagé, ça va être un minimum de moins 17, ressenti moins 24. Donc, un samedi très froid. Bienvenue au buffet d'infos. On commence tout de suite à se mettre en appétit avec la première nouvelle qui a titillé notre attention, qui est sortie un peu plus tôt ce matin. La ville d'Ottawa en attente d'une contre-offre du gouvernement fédéral pour piétonniser la rue Wellington. Maintenant, j'attends des détails. Oui, c'est sûr que c'est un projet qui va coûter un certain montant. Est-ce que c'est un investissement qui en vaut le coup? C'est la question qu'on se pose, parce que c'est sûr qu'il faudrait changer le sens des rues. Enfin, il y aurait plusieurs détails à revoir. Après, c'est sûr que la mise en place d'un projet comme tel, ça va forcément modifier les habitudes de déplacement. Je pense que les résidents, c'est les gens les plus aptes à répondre à la question, vu que c'est eux les principaux concernés. Il va y avoir d'autres infos qui vont tomber sous peu. Je vous tiendrai au courant dans l'émission. Merci beaucoup, Maëna. Jeanne, tes commentaires, je l'ai vu maintenant. Pour de vrai, moi, je suis pour la piétonisation de la rue Wellington. Tu le compares à beaucoup d'autres grandes villes comme, mettons, Montréal, qui ont piétonisé la rue Mont-Royal pendant l'été depuis plusieurs années, qu'il y a des sections de la rue Sainte-Catherine, où le village gay a lieu, qui est aussi piétonisé. Et Saint-Denis aussi? À l'année longue. Saint-Denis, ça dépend des pas fins de complet, semaine. Puis qu'est-ce qu'on remarque principalement, c'est que les gens sortent plus de chez eux. Les gens, ils vont au magasin, ils vont voir les restaurateurs, et c'est le fun. C'est tellement plus amusant d'aller au restaurant puis d'aller magasiner quand il n'y a pas d'auto autour de toi. T'es pas pris sur une petite chaîne de trottoir. Exactement. T'es bien. Puis en plus, là, ils l'ont aménagé. Ah non, moi, j'ai hâte que ça arrive à Ottawa. C'est le temps là, que ça arrive. C'est vraiment le temps. Et oui, on le dit, OK, elle est épeurante, le coin de la rue Wellington. C'est un coin qui est épeurant où il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance, mais un des seuls vrais coins piétons d'Ottawa. Un des seuls vrais coins où on se rassemble, où on est ensemble, on a du plaisir. Malheureusement, je sais qu'on ne fait pas toutes les représentations de débuter ce midi, mais moi et Jeanne, oui, on est des deux côtés. On est curieux de savoir, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre la fermeture de la rue? Qu'est-ce que vous en pensez? Textez-nous au 98985, on va vous lire tout au long de l'émission. Vous pouvez nous texter à n'importe quel moment dans l'émission. Parlant de l'émission, aujourd'hui, Jeanne, qu'est-ce que tu nous sers à la chronique? Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler encore d'aménagement urbain. On vient d'en parler un peu, mais en fait, je vais vraiment m'attaquer à la patinoire du Canal Rideau qui arrête pas d'ouvrir puis de fermer cet hiver. Donc, je vais m'attaquer à ça. Et c'est quand même une place, on va s'en parler plus tard, mais une place qu'on apprécie également tous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas passer au niveau de l'actualité ce midi? Eh bien, écoutez, je vais vous parler, par exemple, de la coroner de la région de l'Outaouais qui souhaite mettre en place une formation obligatoire pour les conducteurs de motoneige. Ouais. On parlera aussi de l'entente signée entre le Parti libéral du Canada et le nouveau Parti démocratique concernant le projet d'assurance médicaments. Puis, je vous donnerai aussi quelques nouvelles de la visite surprise du premier ministre Justin Trudeau au président ukrainien Vladimir Zelensky ce matin. On s'en reparle plus tard. Merci beaucoup, les filles. On débute cette émission tout de suite en parlant, évidemment, le gros sujet. On a fait le tour, on a fait les suivis dans les 2 derniers jours. On vous en parle encore aujourd'hui. C'est un sujet qui est encore d'actualité, qu'on veut savoir. On parle de France Belle-Île. Je me suis beaucoup questionnée sur le prix à payer pour accomplir ce travail exigeant dans un contexte, disons-le, qui est souvent hostile. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque.
Donc, vous l'entendez dans sa voix. Elle a le nœud, elle va pas bien. Elle a pleuré durant son point de presse qu'elle nous a fait il y a 2 jours en matinée au conseil de ville de Gatineau. Donc, une nouvelle, évidemment, que vous êtes au courant. France Bellil, qui a annoncé ses intentions politiques, ne sera plus mairesse de Gatineau. Et c'était en ordre dès l'instant où elle l'a annoncé, sans aucun point de presse, sans question des journalistes. Elle a démissionné. Un poste qui durait depuis 2 ans et 3 mois, très court, très court. Évidemment, je vais vous faire du pouce là-dessus pendant tout le reste de cet éditorial. Ce qu'elle nous dit, c'est une décision qui est le résultat d'un système politique qui se déploie dans un environnement social. On est malheureusement devenu acteur et témoin d'une intimidation publique où on ne s'insurge pas, on banalise et par le fait même, par réflexe, par défense, elle le fait. Donc c'est une façon d'alimenter le cynisme, c'est vraiment ce que je viens de vous mentionner, c'est exactement ce qu'elle a dit. On l'a écouté encore et encore et encore, une dizaine de fois moins facile. Elle se demandait aussi pourquoi on ne questionnait pas les démissions qui se sont passées dans toutes les villes à travers le Québec. Depuis les dernières élections municipales, sur 8000 élus, oui, c'est près de 800 qui ont quitté leurs fonctions. Jamais vu au Québec. Des décisions également futures qui vont malheureusement se retarder, des décisions qui malheureusement vont prendre du temps à finir, à aboutir du son départ et évidemment ça va coûter cher. Bref, au final, on revient plus tard là-dessus. Il y a beaucoup de femmes, évidemment, qui ont approuvé son point, qui l'ont encouragé, qui ont dit qu'elle a bien fait. Moi, ce que je veux vous parler ce midi, oui, j'ai beaucoup de consoeurs et confrères du milieu des médias qui ont beaucoup critiqué cette décision-là, mais France Bellil, là, c'est une femme qui est passionnée. Elle mentionnait une femme qui a choisi de faire de la politique parce qu'elle est profondément animée par le service public, profondément animée pour parler aux citoyens, jaser avec eux. Et malheureusement, une femme aussi passionnée, que vous soyez en accord ou non avec sa décision, je pense que moi, ce que je vais vous dire ce midi, c'est que c'est un travail qui est extrêmement demandant. Le travail d'élu, un travail où la critique, les menaces de mort, un travail où on ne reçoit pas le fruit de nos résultats le 3/4 du temps, un travail qui, malheureusement, faut souvent mettre ses valeurs de côté. Je le sais, c'est probablement... Il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu des médias en ce moment qui a fait ce point-là, beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Mais je pense que moi, ce midi, une personne comme notre ex-mairesse nécessite ses fleurs. Le propos qu'elle nous a partagé tout au long de cette conférence de presse a été laissé de côté, j'ai l'impression. On s'est concentré sur les critiques. Action Gatineau qui disait que ce n'était pas vrai, que c'était important d'avoir des idées divergentes, des confrontations au sein du conseil de ville. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait le point sur ce qu'elle a dit. Je me tourne à l'instant vers Jeanne. Jeanne, ton commentaire là-dessus? Ben, moi, je vais devoir y aller avec la même pas mal opinion que tous les autres. Elle a choisi cet emploi-là, elle a signé, elle a décidé vraiment d'avoir ce travail-là. Et là, elle le quitte parce qu'elle n'est plus capable de subvenir à ses fonctions, de les continuer. Pour de vrai, entre vous et moi et nos auditeurs en ce moment, qui ici n'a pas déjà voulu quitter son emploi? Peut-être pas lui en ce moment, mais un emploi qu'on a déjà eu, que ce soit dans notre jeunesse, que ce soit en tant qu'adulte, qui ici n'a pas déjà voulu quitter un emploi parce qu'il était malheureux? Mais je comprends pas. C'est parce qu'on parle quand même de 800 personnes qui ont quitté leur fonction et des personnes qui se retrouvent autour de la sphère politique n'y reviendront plus jamais. C'est pas normal. Tu peux pas commencer à penser que quand tu t'en vas en politique, ça va être beau, rose, puis que les gens vont t'aimer. C'est connu. En politique, c'est impossible de faire des bons coups. Tu ne peux que faire des mauvais coups parce que peu importe ce que tu fais, les mauvais coups vont toujours être mis de l'avant avant les bons coups. Donc, si t'as pas le caractère, ben, tant pis pour toi. Et en plus, mais Jeanne, je veux quand même qu'on revienne sur le fait de la situation d'une femme en politique aussi. On sait que la mairesse de Longueuil en a eu des difficiles. Elle se promène constamment avec un garde du corps, peu importe où est-ce qu'elle va. En plus, le fait d'être une femme, moi, je trouve ça ajoute... Personnellement, je trouve que c'est un métier qui est dégradé, un métier qui n'a pas de valeur aux yeux de
beaucoup de gens dans la population qu'on est facile à la critique. On est facile autant dans le milieu, l'intimidation qui devient normale. Je vois pas ton point. Je sais pas, je veux dire, c'est sûr que si elle se fait intimider puis dégrader parce que c'est une femme, c'est mauvais, mais si les raisons pour lesquelles elle n'est pas aimée, c'est à cause de ses décisions politiques, là, c'est vraiment une autre conversation qu'on a ici à avoir. Je veux dire, tu peux ne pas aimer quelqu'un parce que qu'est-ce qu'elle fait, il ou elle fait, ne représente pas ce que tu voudrais. Mais après ça, si la conversation, c'est que tu l'aimes pas parce que c'est une femme, ben ça, c'est complètement un autre enjeu. Puis je pense que c'est plus en ligne avec les décisions politiques ou le politique, autant municipal, fédéral ou provincial. Merci de ramener justement cette ambiguïté-là. Ça fait le tour du sujet. Il reste à savoir maintenant quelles informations qui vont sortir de son entrevue à Tout le monde en parle demain soir. Elle qui n'a pas accordé une seule entrevue à un média local depuis cette nouvelle qui est apparue il y a 2 jours. Ça fait le tour du sujet. On poursuit sur cette situation dans les prochains jours. Merci d'être avec nous au 104.7 Outaouais. Vous écoutez le Buffet d'infos. Bon, on parle d'une égalité qui a fait surprendre beaucoup de monde, une égalité qui n'arrive pas souvent au conseil de ville de mardi soir. Un cas qui est très rare en politique. Et pourquoi il y a autant cette grosse polémique-là, cette égalité-là, je vous l'explique. Le 674 chemin d'Aylmer, la maison centenaire du district d'Aylmer, on parle de, cette maison-là, c'est le vote concernant sa révision, la révision de projet pour démolir cet immeuble mythique pour le remplacer par 32 logements. La question, construire de nouveaux logements, oui, mais à quel prix? Nous sommes avec le conseiller du district d'Aylmer et président du conseil municipal de Gatineau, Steven Boivin. Bonjour, Monsieur Boivin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Pour commencer, le président du comité consultatif d'urbanisme, Mario Aubé, a décrit la maison comme une baraque. Comment on réagit à ça? Je pense que la lecture qu'on peut en faire, c'est un peu difficile à entendre. Tu sais, quand on entend des citoyens qui s'opposent à la démolition d'une maison qu'ils jugent et que des experts jugent de façon patrimoniale, c'est-à-dire que quand on a un président d'un conseil local de patrimoine qui décrit une maison comme une cabane et que nos services, nos experts à la ville de Gatineau reconnaissent une forte valeur patrimoniale à la maison, la question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que nos fonctionnaires ne font pas un bon travail? Est-ce que vous pensez qu'il devrait être encore à son poste au temps où on se parle ou est-ce que des propos comme ça lui méritent encore ce titre? C'est une excellente question qui devrait être posée par l'ensemble du conseil municipal parce que, évidemment, je pense qu'il faut être à l'écoute de l'ensemble des citoyens. On peut avoir des positions qui sont personnelles, mais je pense qu'à ce titre-là, il faut être à l'écoute des experts et des citoyens et des citoyennes. Pensez-vous que les conseillers municipaux s'attardent trop à des problèmes qui sont circonstanciels, comme la démolition de la maison centenaire, et pas réellement à des enjeux de la crise du logement? En fait, c'est notre travail là, de se pencher à ça. Puis je pense que le faux débat ici, c'est d'opposer la crise du logement et la protection du patrimoine. Ça, je pense que c'est un faux débat, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux. Il existe à la fois une crise du logement. Dans cette crise du logement, il y a 2 aspects. C'est-à-dire qu'il manque de logement, oui, mais il manque de logement abordable. L'ensemble des études scientifiques démontrent que c'est pas parce qu'on ajoute plus de logements que les logements deviennent plus accessibles. Donc, pour l'accessibilité, on va repasser. C'est pas le nombre de logements, c'est l'accessibilité de ces logements-là. Par la suite, la crise du logement de ce cas précis-là, d'opposer la crise du logement à la destruction ou la démolition du patrimoine, c'est un autre faux débat parce que sur ce terrain-là, on a assez d'espace à la fois pour préserver la maison et pour bâtir les 32 logements. Donc, dans ce cas-ci, pour moi, c'est un faux débat. Mais c'est pas un peu, en fait, exactement ce que vos collègues au municipal font. Je veux dire, le but de la démolition de la maison est quand même de construire un immeuble, de construire 32 logements. Donc, dans un sens, eux-mêmes, ils opposent ces deux, ce faux débat. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent faire ça pour faire peur, évidemment. C'est-à-dire qu'on veut dire, si on démolit pas, on peut pas construire les 32 logements. Mais comme je disais, on peut construire les 32 logements sans démolir la maison. Donc, pourquoi on garde pas le patrimoine? Et on pourrait répondre à 2... On pourrait avoir 2 victoires, puis là, on cherche à en éliminer une des 2. Et là, je vais vous ramener, justement, on en a parlé il y a quelques semaines, cette construction, du groupe GMR, construction des logements dans, justement, votre district d'Aylmer,
qui avait été construits avant la pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le droit qui nous a sorti ça. Qui ont été construits avant la pandémie, qui étaient pour des familles à revenus faibles, des familles qui n'étaient pas capables de subvenir à 100% à leurs besoins, qui prend des logements qui prennent la poussière pourtant, qui sont habitables, qui sont prêts là en ce moment. Ma question avec ça, ne serait-il pas plus pertinent de s'attaquer aux bâtiments vides qui sont présents dans la ville? Oui, ben ça, c'est vraiment un autre dossier. C'est-à-dire que ça, c'est pas dans mon district. Là. Ça, c'est le district de Deschênes. Puis, tu sais, le 674, ça, c'est le district de Mitigo-Mijocan. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'ensemble d'un secteur qui s'appelle le secteur Elmer. Moi, je suis le district d'Elmer dans le secteur d'Elmer. Yes. Puis, souvent, les citoyens, mes propres citoyens, en font la confusion. Mais ça, pour ce cas-là, c'est même pas une question de conseil municipal. C'est-à-dire que nous, on a autorisé la construction de ces logements-là. C'est extrêmement dommage ce qui se passe. Là. Mais ce cas-là, c'est vraiment une question juridique. C'est-à-dire que le groupe GMR a construit les maisons. Ensuite, l'Office de l'habitation souhaite l'opérer. Mais là, il y a un conflit juridique entre les deux entités. Nous, comme ville, on est vraiment... On a fait ce qu'on avait à faire. Puis on trouve ça dommage parce qu'on a besoin de logements, on a besoin de logements abordables. Il y en a et les gens ne peuvent pas y habiter. Cependant, c'est vraiment un aspect juridique entre deux entités qui ne relèvent plus de la ville, malheureusement. Et d'ailleurs, bonjour M. Boivin, Maïna, journaliste. J'aurais, pour finir, une dernière question pour vous. Avec le départ de la mairesse Belle-Île, comment est-ce que vous voyez les semaines à venir pour de tels enjeux? Pour de tels enjeux, c'est-à-dire qu'on va voir aussi, il va y avoir une 20e personne, c'est-à-dire qu'on est 20 autour de la table. Avec son départ, là, on va être 19. Donc, il y aura une voix de moins au sein du conseil pour certaines décisions et il y aura une personne dont on ne connaît pas présentement la vision et les orientations politiques, disons. Donc, à ce titre-là, on ne sait pas où est-ce que va aller la majorité du conseil parce qu'on le voit dans un dossier de protection du patrimoine, ça arrive souvent à 10-10. Donc, cette personne-là, quel impact elle va avoir pour la suite des choses, on ne sait pas. Mais je pense que le débat puis la réflexion doit se faire plus grande que là, on y va vraiment à la pièce. Ce qu'on fait, c'est que chaque maison patrimoniale, on se demande est-ce que c'est une maison patrimoniale ou bien c'est une cabane. À ce titre-là, moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale de l'ensemble de nos maisons et de dire c'est quoi la stratégie, quelle maison on protège, quelle maison on peut démolir, puis ça prend une stratégie qui est globale et c'est ça qui traîne la patte présentement. C'est pas le choix des conseillers et des conseillères, c'est l'orientation, la vision de la ville. Puis pour ça, il faut y avoir un leadership. J'espère que la personne qui va prendre le siège de maire ou de mairesse aura ce leadership-là. Puis est-ce que vous pensez, parmi les personnes qui forment le conseil, qu'il y a une personne capable d'avoir ce dit leadership? Je pense que la bonne nouvelle, c'est que M. Champagne, qui prend la mairie par intérim, a un leadership de rassembleur. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute de l'ensemble du conseil et les membres, l'ensemble des membres, je pense que je peux parler au nom de l'ensemble des membres, on a confiance en M. Champagne présentement pour être rassembleur et de respecter la volonté de l'ensemble du conseil. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui pourraient jouer ce rôle-là? Fort probablement. M. Champagne a déjà mentionné qu'il ne souhaitait pas jouer ce rôle-là. Sauf que c'est extrêmement risqué pour un élu actuel de vouloir, de faire, disons, le move, entre guillemets, de se présenter à la mairie parce qu'il doit démissionner de son poste, perdre toutes les possibilités de revenus, son fonds de pension, etc. Donc, il y a vraiment un risque grand, mais il y a aussi un risque d'apporter quelqu'un qui est complètement nouveau au conseil municipal dans cette nouvelle dynamique de conseil actuel qui débat sur les idées, qui est divisé sur plusieurs projets. Donc, ça va prendre quelqu'un qui a un leadership, mais qui va être à l'écoute de l'ensemble du conseil municipal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Boivin. Un plaisir, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous au buffet d'infos. C'était, M. Boivin, le conseiller du district d'Elmer et président du conseil municipal de Gatineau, Steven Boivin. Vous écoutez le buffet d'infos au 104.7 Outaouais. Merci d'être avec nous ce midi. On prend une pause. Au retour, c'est les nouvelles avec Maïna. Si vous deviez jeter votre bâton de déodorant à la fin de chaque mois, même s'il en reste, seriez-vous heureux? Non, nous non plus. C'est pourquoi chez Fizz, vos données mobiles inutilisées se transfèrent au mois suivant. Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Des attaques personnelles qui dépassent la critique. Des décisions prises à des fins tellement partisanes. Je sens que vous êtes triste pour Mme Belle-Île aujourd'hui, mais êtes-vous choqué, vous, contre Action Gatineau? J'ai pas nécessairement le même sentiment qui habite la mairesse, mais ceci dit, j'ai pas non plus occupé son poste. LP le midi, avec Louis-Philippe Brûlé, en semaine dès midi, au 104.7 Outaouais. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Il est 11h20, ici Maïna Gav, voici vos nouvelles. Un accord de stabilité entre le Parti libéral du Canada et le nouveau Parti démocratique rendra les médicaments contraceptifs et pour les diabétiques couverts par l'assurance médicaments. Après plusieurs mois de négociations, les libéraux se sont engagés dans la création d'une assurance maladie publique et universelle. À la suite de cette entente, le NPD a finalement obtenu l'accord de l'inscription du remboursement de ces médicaments dans le projet de loi. Plusieurs détails seront dévoilés sous peu. Le gouvernement fédéral demande à la Cour d'appel fédérale d'annuler la décision prise en janvier dernier concernant l'application de la loi sur les mesures d'urgence utilisées lors des manifestations du Convoi de la Liberté en 2022. Une décision jugée sans fondement légal solide selon l'Association canadienne des libertés civiles. Le juge Richard Mosley de la Cour fédérale l'a expliqué dans son récent rapport publié. Le journaliste d'enquête Tristan Péloquin clarifie ses propos. Le fait de déclarer la loi des mesures d'urgence était inconstitutionnel parce que le seuil d'urgence n'était pas atteint. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé ce matin à Kiev pour une visite surprise au président ukrainien Vladimir Zelensky. Marquant le 2e anniversaire du début de l'invasion russe au pays, le passage de M. Trudeau marque la puissance de son soutien à la ville. Accompagnés de 3 alliés européens, les leaders ont profité de leur passage pour tenir une réunion hybride du G7. Suite à ça, le Canada a signé un accord bilatéral de sécurité de 2,7 milliards de dollars visant à renforcer à la fois l'armée ukrainienne et l'économie du pays. Après 5 jours de grève, la Tour Eiffel réouvrira ses portes demain matin. Les salariés de la société d'exploitation de la Tour Eiffel dénonçaient la mauvaise gestion financière de la mairie de Paris, principal propriétaire de la tour, et demandaient davantage de financement pour l'entretien du bâtiment. L'accord aboutit entre la direction de la société d'exploitation du monument et les organisations syndicales prévoit notamment l'investissement de 380 millions d'euros pour les travaux et l'entretien du patrimoine de la tour. Du côté des sports, c'est une défaite pour les Olympiques de Gatineau qui se sont inclinés 5-4 devant les Mooseheads d'Halifax après les prolongations. Le prochain match de hockey aura lieu mercredi 19h au centre Slush Puppy et opposera les Saguenayens de Chicoutimi contre les vainqueurs d'hier soir. La coroner, Mme Pascale Boulet, recommande à Québec la mise en place d'une formation obligatoire pour tous les conducteurs de motoneige. Après s'être penchée sur son rapport du décès de Patrick Proulx, un motoneigiste décédé en 2022 après avoir percuté un arbre près du sentier Fédéric 43, la coroner a considéré cette possibilité après avoir réalisé que les aptitudes de conduite de ses usagers suscitaient de nombreuses questions. Elle explique. Ce que je trouve qui est quand même assez dangereux puis préoccupant, ça m'a étonné qu'on puisse pas exiger une formation, un minimum de formation pour pouvoir conduire les motoneiges. Ça fait le tour de vos actualités. On retrouve dès maintenant votre animateur. À chaque journée, son actualité. Il en manque pas de façon de la prêter. Jusqu'à 13h, le 147 Outaouais vous sert le buffet d'info. C'était Maïna qu'on vient d'entendre pour les nouvelles. Merci beaucoup, Maïna. Juste avant de passer à Jeanne, on a un texto d'une mère qui nous faisait un petit état d'âme de comment elle prenait la décision. En tout cas, toute cette situation entourant la rue Wellington. Elle est très attristée de ce qui est devenu. Elle est un peu comme moi, elle est attristée par ce qui est devenu la rue Wellington, une rue dans son enfance qui était un endroit où... Honnêtement, elle dit dans son enfance, mais je pense plus qu'elle était jeune adulte parce qu'elle mentionnait son utilisation des bars, d'y aller aux petites heures du matin, elle revenait tard. Et aujourd'hui, il était une place un peu désolante. Elle espère qu'elle redeviendra un endroit où on peut se promener, un endroit où on peut être en sécurité, où elle peut amener ses enfants. Donc, merci beaucoup à elle de nous avoir texté ce joli texto. Je vous rappelle, vous pouvez nous texter au 98985. Je me tourne à l'instant vers Jeanne. Jeanne, tu nous parles ce midi de la récente fermeture de la patinoire du Canal Rideau, une deuxième fois cette année. Oui, donc avant toute chose, je vais poser une question, bien entendu aux auditeurs, mais à l'équipe avant tout. Pour vous, c'est quoi vraiment l'importance, quelle importance accordez-vous à la patinoire du Canal Rideau dans votre quotidien hivernal? Du Canal Rideau, moi je la trouve extrêmement magnifique, je la trouve belle, je trouve ça un endroit qui est enchanteur. Je pourrais y aller longtemps, je pourrais parler aussi de ce que je faisais dans mon enfance. Vas-y Maïna, avant que je me tire. Moi je pourrais m'étaler des heures sur les patinoires. Honnêtement, Jeanne, tu sais très bien, c'est un de mes sports préférés. Fait que forcément, si mon endroit préféré ferme, je verse quand même ma petite larme. Je suis désolée de te l'apprendre, mais mercredi dernier, la patinoire du Canal Rideau a fermé pour une deuxième fois cette année. En fait, dans la saison 2023-2024, elle n'a été ouverte que 6 jours, ce qui est quand même très, très désolant. Par contre, ici, moi, je vais m'attarder au-delà de la fermeture, au-delà de pourquoi la patinoire est fermée.
En fait, je m'attaque à comment est-ce que ça affecte nos jeunes. Comment est-ce que nos jeunes qui, pendant si longtemps, sont ceux, en fait, qui l'utilisent, qui vont à l'extérieur et qui ont besoin, justement, de faire ce sport, comment est-ce que ça les affecte? On se rappelle qu'en ce moment, la patinoire est fermée à cause des changements climatiques. Bon, peut-être pas aujourd'hui, on s'entend là-dessus, mais dans la dernière semaine, dans les semaines avant, la patinoire est fermée à cause des températures vraiment à la hausse qui sont causées par les changements climatiques. Par contre, je tiens quand même à ramener un peu à la mémoire qu'avant la hausse des changements climatiques, la patinoire a été fermée pendant la pandémie. Ouais. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que cet endroit est fermé et ça veut dire que ça affecte énormément les jeunes. Les auditeurs qui nous écoutent régulièrement vont le savoir. Je suis une très grande amatrice des sports d'hiver, que ce soit le ski de fond, la raquette et, bien entendu, le patin. C'est sûr que, personnellement, avoir été à Ottawa, être à Ottawa et à Gatineau depuis si longtemps, c'est sûr que, pour moi, la patinoire du Canal Rideau, c'est un excellent endroit, que ce soit pour des rendez-vous amoureux, des sorties entre amis ou même tout simplement des souvenirs d'enfance quand j'habitais encore à Montréal et qu'avec mes parents, on allait à Ottawa patiner sur le Canal Rideau. Donc, à ce jour, c'est un peu comme... C'est triste de voir que la patinoire est fermée et que, en fait, on voit que ça va pas de mieux en mieux. Bon, finalement, je vais m'étirer un peu. C'est quand même un beau souvenir. Tu sais, on le sait, il y a beaucoup de gens qui traversent le canal Rideau en patin pour traverser justement. Ils prennent leur patin, ils vont sur le canal, ils repartent, ils remettent leurs bottes. C'est exactement ce que je faisais lorsque j'étais jeune. Je me rappelle, ce travail que j'avais dans un Subway de l'autre côté. C'était... Non. Mais c'est un mode de vie. Oui. Puis le fait que ça ferme, ça vient justement tout modifier ce que toi, tu faisais. Enfin, ça vient tout chambouler. Mais c'est exactement ça. Puis au-delà de chambouler notre mode de vie quotidien, puis de comment nous on est, ça devient un stade que pour les jeunes surtout, jouer dehors est tellement important, autant au développement intrapersonnel qu'au développement interpersonnel. Je veux dire, ça apporte un sens de communauté. Bon, d'accord, le hockey est interdit sur la patinoire du Canal Rideau. On s'entend là-dessus. Mais patiner entre amis, je l'ai mentionné, on le fait tous. Ça crée vraiment... Ça contribue réellement au développement urbain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui s'entendent là-dessus. Quand une ville met en place un endroit comme une patinoire, ça vient contribuer au développement urbain et ça vient aussi contribuer à amener nos jeunes à sortir dehors, qui pendant les récentes années ont tellement été pris à l'intérieur. D'ailleurs, les chiffres ne mentent pas. Les jeunes vont de moins en moins dehors. Ben, tu sais, si je prends par exemple l'exemple de ma nièce, je sais que ça l'affecte quand même pas mal. Tu sais, si elle sort pas, si je l'emmène pas se défouler dehors dans la journée, honnêtement, c'est une pile à la maison. Elle a besoin de rencontrer des enfants, courir, se dépenser, puis surtout, tu sais, je vois bien la différence quand elle rentre de l'école le soir. Si par exemple, tu sais, elle a pas eu de cours de sport dans la journée, ou s'il a plu, puis qu'il y a neigé, il y a eu des tempêtes, puis qu'ils n'ont pas eu de récréation, impossible qu'elle s'endorme le soir. Fait que ça montre, en tout cas, ça montre vraiment l'importance que ça a pour un enfant d'aller dehors, de se défouler, puis d'aller à la rencontre, puis de rencontrer d'autres personnes. Ça fait quand même partie de leur bien-être, tu vois? Oui, puis en plus, tu demanderas à ta sœur, puis tu nous en donneras des nouvelles un autre jour, mais tu demanderas à ta sœur comment est-ce ta sœur vit ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sortent de plus en plus qui racontent que vraiment, même l'éducation des parents envers leurs enfants est de plus en plus difficile depuis que les jeunes sortent moins. D'ailleurs, si on veut parler un peu de chiffres, une fille sur 2 au milieu du secondaire, donc on se rappelle que c'est un milieu d'enfants de 13 à 17 ans, souffre de troubles anxieux ou de dépressifs. Et les professionnels sont unanimes. Sortir dehors, faire de l'activité physique, voir ses amis sont tous des facteurs qui aident à la santé mentale de nos jeunes. Donc, au-delà de la patinoire qui ferme en ce moment et au-delà de comment, en fait, qu'est-ce qui se passe et les changements climatiques et comment la patinoire du Canal Rideau, c'est vraiment une attaque à nos jeunes, à leur santé mentale et ça, moi, personnellement, ça me rend très, très triste de voir ça. Je veux dire, les jeunes font moins de sport, ils excellent moins. Est-ce que ça veut dire que bientôt, comme on fait moins de sport et moins de patins, le Canada va être moins bon au hockey? Bon, peut-être que j'exagère en ce moment puis que j'y vais un peu intensément, mais on ne sait pas. C'est tous des facteurs à considérer.
Il reste à voir ce que la ville va mettre en place pour essayer de régler ce problème. Bon, la patinoire est bel et bien à Ottawa. La mairesse Belle-Île vient quand même de démissionner. Ouais. Je pense qu'ils ont un peu d'autres sujets, mais j'espère que ça va pas trop traîner de la patte parce que je pense à nos jeunes en ce moment. On pense à nos jeunes, justement, ce fait de communauté. J'ai apprécié ce commentaire sur la mode, le mode de vie, être une personne qui utilise les transports en commun, qui marche pour se rendre à Ottawa. Il y a beaucoup de liens ce midi, autant sur la rue Wellington que sur le canal. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jeanne, pour cet état d'âme, cette chronique très intéressante. Après la pause, le futur du Parti libéral avec Philippe Bonneville et on prend un moment pour se remémorer les 2 ans de la guerre russo-ukrainienne. Vous écoutez le Buffet d'infos au 104.7 Outaouais.